L'horreur une nouvelle fois en Algérie pour le début du ramadan. 412 villageois ont été massacrés, égorgés à l'arme blanche. Un premier bilan officiel faisait état de 78 morts. L'ouest de la France se prépare à affronter une nouvelle tempête encore plus impressionnante que la précédente, avec des rafales de vent à 180 km/h. Pour la première fois, le gouvernement intervient dans le mouvement des chômeurs et débloque 500 millions de francs. Martine Aubry, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, sera notre invité dans ce journal. Jean-Paul II se rend dans le centre de l'Italie, touché il y a 3 mois par un séisme. Des milliers de sans-abri l'attendaient dans la région d'Assise. Le pape et les JMJ, c'était aussi l'un des temps forts de l'année 97, avec aussi Dolly, la brebis clonée, la disparition de Lady Diana et Mère Teresa, ou encore l'augmentation de la pauvreté. L'année en images tout à l'heure avec Philippe Lefebvre. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'un des massacres les plus horribles jamais perpétrés en Algérie. Dans l'ouest algérien, la nuit du 30 au 31 décembre, 412 personnes ont été égorgées, mutilées, assassinées à l'arme blanche. Ce nouveau bilan est fourni aujourd'hui par l'un des plus grands quotidiens algériens, le journal Liberté. Il y a quelques jours, les autorités parlaient, elles, de 78 morts. Sur ce nouveau drame, les premiers jours du ramadan, les détails rapportés par les témoins retrouvés par le quotidien sont effroyables. Jérôme Bonny. Les Algériens sont résignés à un nouveau ramadan de terreur. Dans les rues de Bellecour aujourd'hui, c'est toujours l'inquiétude qui domine. Bon, ils avaient dit que durant le mois du ramadan, ils allaient un petit peu renforcer cette histoire de sécurité. Mais finalement, je ne sais pas, je n'ai pas vu ce renforcement. Les journaux font leur titre sur le dernier massacre, celui de Relizane, avec des bilans comme d'habitude beaucoup plus lourds que le bilan officiel. Le terme de génocide est repris par plusieurs articles pour caractériser ce qui s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi dernier. 412 morts dans 4 villages autour de Relizane, selon le journal Liberté. Des familles entières massacrées à la hache et au sabre. Les enfants jetés contre les murs. Dans les villages de ces monts arides, la peur est quotidienne. Les jeunes femmes sont enlevées par les groupes islamiques armés, les GIA, pour ce que l'on appelle des mariages de jouissance avec les combattants. Leurs familles ne les revoient jamais. Le gros des troupes des islamistes pourrait bien s'être replié dans ce secteur après avoir été chassé de la région d'Alger par l'armée. Ici, les GIA s'affrontent avec l'AIS, l'armée islamique du salut, qui, elle, a fait une trêve avec le pouvoir algérien. La tuerie de ce début de ramadan a visé des villages favorables à cette armée islamique du salut. Et dans une attaque à la périphérie d'Alger hier soir, 7 personnes auraient été tuées. En France, l'Ouest s'attend à être balayé par une nouvelle tempête demain, un coup de vent encore plus puissant que le précédent, avec des rafales de 180 km/h et des vagues de 10 mètres. Une nouvelle tempête qui arrive alors que la Bretagne essuie tout juste les dégâts. Certains endroits, notamment dans le Morbihan, sont toujours privés d'électricité. Reportage, Olivier Sioux et Gabriel Camilla. Depuis hier matin, Château-Giron a changé de physionomie. Il a suffi de quelques secondes pendant la tempête de vendredi pour que la moitié du clocher s'abatte dans la rue, heureusement, sans faire de victimes. Cet après-midi, pompiers et entreprises du bâtiment continuaient à parer au plus pressé. Monsieur le curé, lui, a déjà pris ses dispositions. Il y a une salle de théâtre de 300 places, on va pouvoir s'arranger. Et puis, vous voyez, tout à l'heure, il y a un mariage à Donloup, il devait avoir lieu ici. Il a lieu à Donloup, dans la paroisse à côté. Et puis les collègues m'ont dit, si tu as besoin, tu viens. Dans les environs de Redon, c'est un hypermarché qui, en quelques minutes hier, a été dévasté par une mini-tornade. Un tiers du magasin a été partiellement détruit. Alors ce matin, dès l'aube, les employés étaient à pied d'œuvre. Dans l'urgence, il faut improviser de nouveaux rayons pour pouvoir ouvrir le plus vite possible. Mais le plus dur, c'est encore de convaincre les clients potentiels que pour l'instant, c'est bien fermé. Les responsables de l'hypermarché commencent à avoir l'habitude des catastrophes naturelles. Leur magasin avait déjà été victime d'inondations il y a 2 ans et d'un incendie il y a quelques mois. Là, on aura eu l'ensemble, c'est-à-dire l'eau, le feu et maintenant le vent. C'est pas trop éprouvant? Si, c'est forcément compliqué, mais bon, faut une dose de philosophie. En fait, c'est toute la région de Redon qui, en quelques minutes hier matin, a durement souffert. Depuis 36 heures, les pompiers multiplient les interventions. Pour la seule ville de Redon, une centaine d'hommes sont en permanence sur le terrain. Ça craint rien, c'est pas la peine de les enlever, il suffit juste de les stabiliser. Dans certaines rues de la ville, pas une habitation n'a été épargnée. L'électricité revient peu à peu, mais beaucoup de maisons sont inhabitables. Et on va chez les enfants pour l'instant.
Dans la journée, on peut encore revenir ici, mais la nuit, on va coucher là-bas. Et les Bretons ne sont pas encore tirés d'affaire. La météo lance un nouvel avis de tempête pour demain matin. Et le mauvais temps frappe bien sûr ailleurs en Europe. Au large de l'Irlande, c'est un pêcheur espagnol qui a disparu. Et plus bas en Espagne, la mer était déchaînée sur toute la côte atlantique. 15 pêcheurs marocains ont disparu au large des îles Canaries. Et de l'autre côté, en Méditerranée, un marin français s'est noyé près des Baléares. Je vous le disais, une nouvelle tempête est attendue pour dimanche sur la Bretagne. Nous allons donc tout de suite retrouver Georges Penanéar. Bonsoir, vous êtes le responsable des prévisions météo pour l'ouest de la France. Nous vous annoncez un avis de forte tempête pour demain, c'est ça? C'est ça, à partir de 8 h demain matin. Alors ça veut dire quoi concrètement? On peut la voir cette tempête? Oui, elle est derrière moi, ici. Elle n'arrête pas de se tourner sur elle-même et elle se déplace. Et actuellement, elle est à peu près à 2000-2500 km de nos côtes et elle va nous toucher, oui, vers 7 h, 8 h demain matin, commençant par le Finistère. Donc c'est la Bretagne qui va être touchée à nouveau? Tout d'abord, c'est la Bretagne, mais la dépression va se positionner au niveau de la Cornouaille anglaise, entre la Cornouaille et l'Irlande. Donc le Finistère va être touché, tous les abords de Manche vont être touchés dans les zones les plus violemment touchées. Avec des vents très forts et aussi des vagues très importantes. Alors les vents, côté des vents, on prévoit des rafales de 120 à 140 km/h dans les terres. Et sur les régions côtières proches de la Manche, on envisage nettement plus de 150 km/h. Mais c'est vrai qu'au-delà de 150 km/h, les rafales peuvent monter assez vite. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner aux gens face à une tempête comme ça qui se profile? Des vents très très forts amènent des problèmes d'instabilité pour tous les gens qui circulent. Vous parliez du bord de mer tout à l'heure, effectivement, nous voyons des vagues de plus de 10 mètres à 500 km des côtes. Donc la houle va déferler demain matin sur les régions côtières, Ouest-Bretagne, littoral Sud-Bretagne. Et donc il sera plus que dangereux d'être promeneur le long des côtes. Les automobilistes, avec des vents aussi turbulents, parce que ce sont des rafales, quand on dit 150-140 km/h, c'est une pointe, hein, c'est des vents qui varient. Donc rouler demain me paraît effectivement, c'est un danger. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Puis je vois effectivement que le maire de Saint-Pierre de Quiberon interdit toute promenade de piétons et de véhicules le long de la côte sauvage. Le mouvement des chômeurs, le gouvernement a débloqué comme prévu 500 millions pour l'UNEDIC et l'allocation de formation reclassement. C'est ce qu'a annoncé Martine Aubry dans une conférence de presse ce matin. Nous y reviendrons dans un instant avec vous, Madame Aubry. Mais d'abord, les explications de Sébastien Vibert et de Vincent Maillard. 500 millions de francs pour les chômeurs de longue durée. Des consignes claires adressées au préfet pour mieux utiliser des aides comme le CES ou le RMI. Ce matin, Martine Aubry a voulu, à sa façon, répondre aux chômeurs qui occupent les ACEDIC. Rien ne justifie aujourd'hui que ces actions perdurent dans l'illégalité. Le mouvement est parti des Bouches-du-Rhône le 12 décembre dernier. Des antennes ACEDIC comme celle-ci sont occupées par des chômeurs et des représentants d'associations qui les défendent. À Arras, Brive, Arles, Saint-Brieuc, Champigny, les revendications sont les mêmes. Plus 1500 francs pour tous les minima sociaux et une prime de fin d'année de 3000 francs pour tous les chômeurs. On n'est pas là pour faire leur perte, on est là pour demander un emploi. On en a marre de toucher 2800 francs par mois, il y en a marre. Des cellules de crise sont mises en place dans les préfectures. Mais pas question de verser une prime automatique, les dossiers sont étudiés au cas par cas. Comme ici à Arras, sur 250 chômeurs, 197 toucheront une aide exceptionnelle de 2000 francs en moyenne. Insuffisant, répondent les associations de chômeurs. Pourtant, le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, leur annonce hier soir des tarifs allégés pour les chômeurs de la région parisienne. Petite marche d'un long escalier à continuer à gravir jusqu'à la gratuité pour les chômeurs et les précaires d'Île-de-France. Le mouvement des chômeurs n'a pas faibli. Ce soir, 13 antennes ACEDIC et un centre d'action sociale sont toujours occupés. Cette annonce n'a donc pas suffi à désamorcer le conflit. Les syndicats et les associations impliquées dans le mouvement, y compris la CGT, l'estiment insuffisante. Et la douzaine de caisses d'ACEDIC qui étaient occupées le sont toujours. Reportage à Marseille de Jacques Cardoz et Vincent Dessombre. Partis d'une prime de Noël, les chômeurs des Bouches-du-Rhône pourraient bien arriver à d'autres revendications. Après 21 jours d'occupation des locaux, leur détermination ne s'est pas altérée, bien au contraire. Cette prime de 3000 francs, ils en font une affaire de principe. Mais les chômeurs réclament aussi un changement de considération et d'attitude à leur égard.
Si le travail est massivement aboli ici en France, on y est à peu près pour rien. Alors, soit il y a une véritable politique pour l'emploi, et s'il n'y a pas ça, ben, on veut quand même un revenu. Mais qu'on arrête de nous traiter de cas sociaux, d'exclus, parce qu'après tout, on n'est jamais que le résultat du système, on n'est pas des exclus. Si on est au chômage, c'est parce que le système crée du chômage pour fonctionner. Parce qu'ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils représentent et pèsent de plus en plus dans la société, ces sans-emploi veulent aussi pouvoir dialoguer et participer aux négociations qui les concernent. Nous avons demandé une table ronde avec les élus, avec le comité chômeur. Mais ces messieurs, on a eu une table ronde, mais à deux vitesses. On parle d'abord avec les élus, et une fois que les élus disent ce qu'ils pensent, après on invite les comités chômeurs. Lors d'une conférence de presse cet après-midi à Marseille, le comité chômeur a jugé les propositions faites par Martine Aubry insuffisantes. Elle a presque parlé pour ne rien dire, si ce n'est pour pas répondre à la revendication. Il reste une logique d'aide selon le fait du price. C'est eux qui vont choisir les pauvres qu'ils aident et les pauvres qu'ils ne aident pas. Les sans-emploi ajoutent que c'est le chômage qui devrait être considéré comme illégal et non pas l'expression des revendications qu'il génère. Alors Madame Aubry, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette conférence de presse était prévue un peu plus tard, je crois, vous l'avez anticipé à cause du mouvement, j'imagine. Vous n'avez pas l'impression d'avoir tardé à réagir? Non, cette conférence de presse ce matin, c'était simplement dire, comme je m'y étais engagé il y a 2 mois maintenant, dire à chacun ce que faisait le gouvernement aujourd'hui pour lutter contre les exclusions et pour accompagner les chômeurs de longue durée. Vous savez, ces occupations le montrent, même si elles sont limitées. 14 ACEDIC sur 700, je crois qu'il faut quand même rappeler. Il y en a aussi beaucoup qui sont fermés pour le coup des caisses d'ACEDIC. Oui, mais il y avait les fêtes de Noël, etc. Oui. On en dira un mot tout à l'heure. Bon, au-delà de ces mouvements qui sont limités, je crois qu'il faut rappeler, mais chacun le sait aujourd'hui, que le problème numéro 1 des Français, c'est le chômage. Et que derrière ces mouvements, derrière les violences des jeunes, on voit bien l'angoisse de ceux qui sont au chômage, l'angoisse de ceux qui ont peur de le devenir, des parents pour leurs enfants, tout simplement. C'est un peu ce que disent tous ces gens qui manifestent. Mais bien évidemment, et ça, je crois que le gouvernement l'a bien entendu, puisque derrière le Premier ministre, depuis que nous sommes là depuis 6 mois, la priorité est donnée à l'emploi et à la lutte contre les exclusions. Ce que j'ai redit ce matin, c'est qu'en relançant la consommation et donc la croissance, et vous avez vu les chiffres de cette fin d'année, la production industrielle qui augmente de 9%, les offres d'emploi qui augmentent de 20% à la NPE, il y a des premiers signes. En créant les emplois de demain, les nouveaux services, les nouvelles technologies, les aides aux PME, en partageant mieux le travail, l'objectif central que le Premier ministre nous a fixé, c'est la lutte pour l'emploi. Parce que, si vous permettez, je voudrais dire que la première revendication des chômeurs, c'est d'abord d'avoir un emploi. Et pour nous, c'est notre combat Ils sont bien sûr d'accord avec vous, ils le reprennent d'ailleurs, ils le disent en disant que c'est bien sûr un travail d'abord. Mais est-ce que c'est vraiment le discours qu'ils attendent aujourd'hui? Parce que vous dites que c'est un mouvement assez réduit, vous dites même que c'est un mouvement illégal. Et ça les inquiète beaucoup. Non, attendez, disons les choses simplement. Il y a aujourd'hui, parce qu'il faut parler des faits, il y a aujourd'hui 14 ACEDIC qui sont occupés et 700 qui ne le sont pas. Mais il y a derrière ce que nous savons, c'est-à-dire cette angoisse des Français qui est notre combat permanent. Combat permanent. Illégal, une question simple, vous allez demander l'évacuation des caisses ACEDIC occupées ou pas du tout? Pour l'emploi, mais aussi pour accompagner tous ceux qui sont dans l'exclusion. Car dans le fond, dans ces mouvements, il y a des mains tendues. Et quand il y a des mains tendues parce qu'il y a de la détresse, parce qu'on ne peut pas payer une fiche d'électricité, parce qu'on ne peut pas payer une note de loyer, eh bien le gouvernement a pris des mesures d'urgence, au-delà de la politique qu'il mène, pour lutter contre les exclusions, la grande loi que nous préparons, pour revaloriser ce que nous avons fait, les minima sociaux, pour remettre les contrats emploi solidarité, les entreprises d'insertion vers les chômeurs de longue durée, c'est ça qu'ils nous demandent. Au-delà de cela, nous avons pris des mesures d'urgence pour des cas individuels qui en ont besoin. Voilà ce que nous avons dit. Alors maintenant, on va revenir sur les revendications qui sont celles des chômeurs. La question déjà sur l'occupation des caisses ACEDIC, vous allez demander ou pas l'évacuation de ces caisses? Il y a eu 6 évacuations qui ont été faites, personne n'en a entendu parler. Je pense que c'est au préfet d'apprécier, en fonction des risques, il y a des problèmes de sécurité, en fonction surtout de la gêne que ça cause aux autres chômeurs, notamment là quand ça va être la rentrée, puisqu'on s'inscrit à la NPE aux ACEDIC et qu'on a besoin de venir pour toucher aussi de l'argent, les préfets apprécieront. Mais ce n'est pas le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est que les Français savent que la détermination majeure du gouvernement, c'est de lutter contre le chômage. Les premiers résultats ténus, certes, mais commencent à arriver. La confiance revient dans notre pays. Nous accompagnons ceux qui sont les plus en difficulté. Nous allons
accompagner les exclus de la santé, du logement, de l'emploi dans la grande loi. Sur les revendications concrètes qui sont celles des chômeurs depuis 15 jours, qui s'expriment au fur et à mesure des reportages. Qui sont celles de ceux qui occupent les acides. Car permettez-moi de redire que la revendication essentielle des chômeurs, c'est l'emploi. Et c'est notre détermination première. La fameuse prime de fin d'année, 3 000 francs, de fin d'année, de début de nouvelle année, etc. Bon, écoutez, tout d'abord, c'est légitime comme d'abord c'est une revendication à laquelle le gouvernement n'a pas à répondre, car il s'agit du problème d'indemnisation du chômage qui est traité par les partenaires sociaux au sein de l'UNEDIC. Il y a un conseil d'administration qui se réunit mercredi. Mais ce que le gouvernement a voulu faire, c'est répondre aux mains tendues, comme je l'ai dit tout à l'heure, car c'est vrai qu'il y a des cas de détresse. Et alors qu'on se réjouit tous de voir que les ventes ont augmenté à Noël, eh bien, des familles n'ont pas pu offrir de cadeaux de Noël à leurs enfants. Vous dites pas de prime systématique, mais comme vous l'avez fait faire par les préfets, au cas par cas, en fonction des dossiers, l'octroi de... Les préfets ont mis autour de la table l'UNEDIC, bien sûr, les conseils généraux, les communes, les fonds d'action sociale pour aider des demandeurs d'emploi qui sont en situation de détresse. Car là, c'est la réponse humaine. Mais je dirais que la réponse du gouvernement, c'est une réponse plus structurelle qui vise à créer des emplois et à relancer la croissance. Très terre à terre, une autre revendication importante, enfin qui revient là aussi tout le temps, c'est l'augmentation des minima sociaux, 1500 francs, augmenter ces minima sociaux quand on gagne 2200 francs, je crois. C'est pas beaucoup quand même pour vivre. Est-ce que ça vous paraît là aussi quelque chose de normal ? Je crois qu'il faut augmenter un certain nombre de minima sociaux. Nous venons d'annoncer l'augmentation des minima au 1er janvier. Nous avons augmenté l'APL de 3%, ce qui n'avait pas été fait depuis 1994. Nous venons d'annoncer une augmentation de l'allocation spécifique solidarité que touchent les chômeurs qui ne sont plus indemnisés de 3% là, maintenant. Et nous accueillons favorablement une proposition de loi communiste qui va permettre à tous ceux qui ont 55 ans, 40 ans de cotisation, d'avoir 5 000 francs par mois, plus 1 750 francs par mois, s'ils touchent aujourd'hui cette allocation de fin de droit, l'association de solidarité ou le RMI. Donc vous voyez que dans le champ qui est le nôtre et dans l'urgence, nous répondons aussi aux questions qui nous sont posées. Avant de poursuivre, je vous propose de voir un petit peu ce que dit M. Robert Rue, puisqu'on a vu que ce mouvement a été soutenu par les Verts, par le Parti communiste, autrement dit par votre majorité plurielle. Robert Rue a envoyé un communiqué de soutien aux chômeurs. Je vous propose de voir comment il a réagi à ce que vous avez annoncé ce matin. Je crois qu'il faut aller bien plus loin. D'abord, les chômeurs, ils veulent effectivement cette aide nécessaire et qui leur revient. Je crois que c'est légitime. Mais ils veulent surtout que l'on apporte des réponses aux questions de l'emploi. Ça veut donc dire que la question qui est posée principalement, elle prend déjà tournure avec le plan emploi jeune, avec les 35 heures. Mais il faut aller bien plus loin aujourd'hui en matière d'emploi et aller à des réformes structurelles. Et nous sommes là au pied du mur. Il faut partir du principe que la majorité plurielle est plurielle. Et donc il y a dedans des composantes qui font entendre leur point de vue. Il faut les écouter. Moi je souhaite que la gauche réussisse, voyez-vous. La remarque que je fais sur la réorientation de la politique européenne, sur le référendum, comme là sur les mesures structurelles pour le chômage, elle ne vise pas à diviser. Elle vise à l'unité. Je suis pour la construction, je suis pour que la gauche réussisse. C'est cela qui me conduit aujourd'hui à faire ces propositions. Alors on parlera peut-être de la position de M. Robert Rue sur le référendum, sur le traité d'Amsterdam, mais sinon c'est difficile quelquefois d'avoir une majorité plurielle qui s'exprime comme ça, de façon un peu... Non, je veux dire, ce que dit Robert Rue, je pourrais le dire. Et le Premier ministre le dit, la priorité numéro 1 de notre action, c'est l'emploi. Et il faut ouvrir toutes les nouvelles pistes. Mais vous auriez attendu plus de soutien de votre majorité Mais je ne sens pas un non-soutien de la majorité sur ce que nous faisons sur l'emploi. Et nous le verrons dans quelques jours dans la loi sur les 35 heures, comme nous les avons vues sur les emplois jeunes, comme nous l'avons vu sur le rétablissement d'une meilleure égalité entre les prélèvements sur les revenus du travail et du capital dans les réformes de la sécurité sociale ou du budget 1998. Mais nous allons aussi le voir quand nous ferons voter la grande loi sur l'exclusion l'année prochaine, comme lorsque nous décidons de remettre les contrats emploi solidarité vers les plus fragiles. Ce qu'a dit Robert Rue, je le partage. Maintenant, la détermination... Quand même une remise à plat complète, enfin la CGT le fait beaucoup, du système d'indemnisation du chômage. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut faire en France ? Encore une fois, c'est les partenaires sociaux qui en sont responsables. C'est à eux de faire et pas du tout au gouvernement d'intervenir ou de... qui en sont responsables. Ils se réunissent mercredi et je ne me permettrai pas d'intervenir dans un domaine où la CGT est d'ailleurs aussi partie prenante et où ils sont tous autour de la table pour décider ce qu'il en est. Le gouvernement a pris, quant à lui, ses responsabilités pour ceux qui sont sortis de l'indemnité du chômage. J'en ai parlé avec les revalorisations de l'allocation spécifique solidarité et avec l'ensemble des mesures que j'ai prises ce matin pour insister sur l'insertion des chômeurs de longue durée et des RMistes. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a des assédiques occupés. Je crois qu'aujourd'hui, la détermination du gouvernement, elle est totale. Les mesures d'urgence ont été prises. Donc il faut que ce mouvement s'arrête. Il faut que chacun juge avec responsabilité que nous ferions mieux de nous réunir tous pour combattre le chômage, ce que nous essayons de faire. Et je crois que les premiers résultats, encore une fois,
vont arriver. Une toute dernière question à propos du chômage toujours. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce conflit aussi c'est révélateur d'autre chose? C'est la première fois qu'on a un mouvement de chômeurs qui se structure et qui s'organise, aussi petit soit-il, comme vous le dites. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un état du chômeur qui a tendance à se pérenniser en France aujourd'hui et qui fait que les revendications sont tout à fait les mêmes qu'avant? Vous avez raison. Le chômage de longue durée, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qui fait qu'on se sent détruit, qu'on ne se sent plus une place dans la société, qu'on ne se sent plus digne d'appartenir à cette société. C'est la raison pour laquelle, bien que nous ayons consacré beaucoup d'argent sur les emplois jeunes et la durée du travail, nous avons souhaité avoir un budget qui donne la priorité aux chômeurs de longue durée. Par les CES, par les crédits sur l'insertion, c'est tout cela que j'ai rappelé. Ce matin, nous nous devons d'une solidarité la plus grande possible avec ceux qui sont aujourd'hui au bord de la route. C'est peut-être ça aussi que j'ai envie de dire aujourd'hui aux chômeurs qui sont dans les ACEDIC. Ayez confiance, battez-vous avec nous. Nous construisons actuellement une société où il y aura plus de croissance, plus d'emplois et moins d'exclus. C'est en tout cas nos priorités. Et vos vœux pour l'année. Merci Madame Aubry. L'afflux des réfugiés kurdes en Italie continue d'inquiéter les autres pays européens. La France a décidé de renforcer ses contrôles aux frontières. Il faut dire qu'au cours des 10 derniers mois, 4000 Kurdes en situation irrégulière ont été interpellés en France contre seulement 224 l'année précédente. Le reportage d'Olivier Théron et de Lado. La frontière italienne, comme elle n'existait plus depuis 1 mois et demi, depuis l'entrée de l'Italie dans l'espace Schengen. Les bureaux ont été rouverts, 100 CRS sont venus en renfort des fonctionnaires de la DDSILEC, la police des frontières. Le gouvernement français réagit ostensiblement face à l'arrivée massive de réfugiés kurdes d'Irak et de Turquie sur le territoire italien. Ces derniers mois, nous avons noté une recrudescence importante de clandestins irakiens kurdes. Nous avons travaillé d'ailleurs sur une filière d'immigration avec nos collègues italiens. Il y a environ 3 semaines, il y a eu le démantèlement de cette filière. Donc effectivement, on a noté une augmentation de la pression irakienne kurde. Les Kurdes qui arrivent par bateau traversent l'Italie et doivent aussi traverser la France avant de rejoindre l'Allemagne. Les points de passage, voies ferrées ou autoroutes sont connus de la police des frontières qui patrouille en permanence. Vous avez l'Italie qui se trouve de ce côté, les clandestins arrivent par là. Et quelquefois attendent ici, attendent certainement les passeurs pour les emmener en France, et des fois ils continuent à pied. Une fois en France, les clandestins kurdes se changent. Ils laissent tous les vêtements et les objets qui permettraient à la police de prouver qu'ils arrivent d'Italie afin d'éviter d'y être renvoyés comme le prévoient les accords de Schengen. 5000 Kurdes, dont la majorité en provenance d'Irak, ont été arrêtés en France en 1997. Le gouvernement italien a déclaré qu'un grand nombre de Kurdes pouvaient prétendre au droit d'asile. À ce moment-là, c'est toute l'Europe de Schengen qui s'ouvrirait pour les Kurdes. Ils ne seraient plus en situation irrégulière. Le problème ne pourra donc plus se régler aux frontières, mais par une prise de position de l'ensemble des pays européens sur la situation des Kurdes. Et dans le centre de l'Italie, le pape s'est rendu auprès des victimes du séisme de septembre dernier dans la région d'Assise. Un séisme qui avait fait 12 morts et près de 30 000 sans-abri. Philippe Rochaud et Jacques Gérard. Le pas est hésitant, mais le geste est sincère. Jean-Paul II faisait là son 5e voyage à Assise, non plus pour des rencontres œcuméniques, mais pour apporter son soutien à cette région d'Ombrie, tant éprouvée par le tremblement de terre, qui depuis le 26 septembre ne cesse de secouer la région. La présence à ses côtés du chef du gouvernement, Romano Prodi, est peut-être le signe que l'État s'apprête à aider à la reconstruction. Jean-Paul II est passé sous les fresques de la basilique où Saint François salue le pape. Il a voulu se recueillir devant la tombe de Saint François qui repose ici. Prière pour les victimes, mais aussi pour que la basilique soit restaurée et consolidée après le tremblement de terre. Jean-Paul II avait commencé sa visite par le village de Annifo, à l'épicentre du séisme. La population doit vivre dans des containers, les gens ont peur. Nous voulons d'abord que la terre arrête de trembler, dit cette femme. Hier encore, on a enregistré une secousse de degré 6. Le fait de ne pas pouvoir encore penser à la reconstruction humilie les gens, alors que jusqu'à présent ils étaient habitués à vivre avec ce tremblement de terre. À travers ces femmes et ces enfants, Jean-Paul II a voulu surtout rendre hommage aux quelques 40 000 victimes de ce tremblement de terre et leur redonner un peu d'espérance. La venue du pape permet d'attirer l'attention du monde sur notre sort, mais je dois dire que les autorités de l'État ne nous ont pas abandonnés. Jean-Paul II s'est excusé de n'être pas venu avant, mais a-t-il dit « Je ne voulais pas gêner les secours ». Il a voulu partager pendant quelques minutes la vie quotidienne d'une famille qui habite dans un container et dont la maison a dû être détruite, comme celle de centaines d'habitants des Marches et de l'Ombrie qui ont perdu aujourd'hui tout espoir.
De cette visite du pape, on retiendra surtout la volonté de Jean-Paul II d'être partout présent, là où il y a misère et détresse. Mais surtout, ce voyage s'inscrit dans une ligne de conduite précise, aider les nouveaux pauvres dans les sociétés industrialisées. En Afrique, au Burundi, plus de 7000 personnes ont fui la zone de l'aéroport de Bujumbura, la capitale, attaquée la nuit de la Saint-Sylvestre par des rebelles Hutus. L'attaque aurait fait plus de 200 morts, essentiellement dans la population civile. Isabelle Stess. Des visages d'enfants mutilés à coups de hache et de machette. Des rescapés d'une nuit sanglante au Burundi, la nuit de la Saint-Sylvestre. 284 morts, des centaines de blessés, pour la plupart des femmes et des enfants. Les victimes d'une nouvelle attaque de la rébellion Hutu à quelques kilomètres de la capitale, Bujumbura. Par milliers, ils ont fui les massacres pour se réfugier dans des camps, otages d'affrontements militaires dont les victimes ce sont eux, les civils. Le président burundais Pierre Buyoya accuse les rebelles Hutus de faire alliance avec leurs frères d'armes rwandais pour déstabiliser le régime et au-delà la région. Au Burundi comme au Rwanda voisin, c'est la minorité Tutsi qui est au pouvoir depuis 1993 et 1994, mais les extrémistes Hutus sont loin d'être vaincus. Les raids se multiplient, les chiffres sont effrayants. 5 à 800 000 Tutsis rwandais exterminés en 1994, 200 000 morts au Burundi. La recrudescence des affrontements menace d'enflammer toute l'Afrique des Grands Lacs. Comme chaque soir maintenant, nous faisons un arrêt sur l'année écoulée. Comment a-t-on vécu 97 entre les Journées mondiales de la jeunesse à Paris, les progrès de la génétique avec la brebis de lit ou encore l'émergence des questions d'environnement. Philippe Lefebvre, Annie-Claude Becquet. 1997 inscrit cette fin de siècle dans l'absence de repères. Ainsi, la belle de lit, ruminant d'exception, est reconstituée sans saillie et sans fécondation à partir d'une cellule de brebis. Elle est née clonée de savants écossais après 278 échecs. Cette avancée scientifique ouvre la voie à des progrès pharmaceutiques majeurs, mais laisse se développer l'effrayant fantasme du clonage humain, déjà condamné ou interdit. En Occident, les thérapies multiples n'en finissent plus de produire leurs effets, le sida reste, mais recule. Auparavant, je vivais dans le présent, point. Et maintenant, je réfléchis en termes d'années à venir. Nous n'avons pas d'AZT, on n'a pas d'antiprotéase, nous n'avons pas d'antirétrovirose, malheureusement. Ici, le bilan est de plus en plus accablant. 90% des 30 millions de victimes et seulement 20% de l'argent de la recherche. Le sida, mais aussi la tuberculose. Pour l'OMS, il y a alerte rouge. Disparu également un homme entièrement paralysé qui dicte d'un singulier battement de cils le livre d'une vie de mutant. Il meurt à 45 ans. 1997, chacun cherche sa voie. Très affaibli, Jean-Paul II n'a rien perdu de sa force d'attraction. Les Journées mondiales de la jeunesse sont un succès imprévu. Le discours du bien et du mal fédère plus d'1 million de jeunes. Dans ce monde complexe, on cherche des saintes, les vraies, celles que consacrera le droit canon, les autres, celles de substitution, emblématiques d'une époque. Quand elles ne suffisent plus, l'extrémisme de certaines sectes, celle de la porte du paradis aux États-Unis, pousse au suicide ses adeptes, à la veille d'une rencontre fixée sur Internet avec une soucoupe volante. En France, dans les rues de février, des dizaines de milliers de citoyens trouvent une vertu à la désobéissance civile. Non aux lois de Bray, la gauche est morale et pétitionnaire. Je veux être libre d'inviter qui je veux à la maison sans avoir à les dénoncer. La société française devra encore faire face à sa violence. À l'occasion de plusieurs faits divers, maltraitance, inceste, pédophilie, l'opinion redécouvre ses déviances. Ouais, déjà le prof, moi je l'ai eu, il était hyper cool le prof. Je sais pas, j'aurais eu confiance en lui, mais je sais pas, déjà il m'aurait fait ça. Sous la plume des sociologues, la violence à l'école est rangée sous le terme générique incivilité. Le ministre Allègre lui oppose la leçon de morale et la maison de correction. Si la violence était un animal, elle serait un pitbull. Dans les quartiers difficiles, on continue de jeter des pierres sur les bus, d'incendier les voitures, et le pitbull est toujours une arme par destination, comme dit la justice. L'historien aurait pu retenir de cette année que le français Cohen Tanouji est Nobel de physique, ou que les Russes, avec la station orbitale Mir, inventent le carambolage spatial.
Le grand frère américain fournira une aide, mais le commandant de bord russe est, dit-on, en sérieuse dépression. Juillet, ici Mars, à 80 millions de kilomètres, à photographier si loin la planète rouge, Rocky, robot télécommandé américain, devient un héros comme un autre. Ailleurs, l'Asie brûle et suffoque. La forêt de Sumatra et de Bornéo disparaît dans la sécheresse et la bêtise gouvernementale. Pendant ce temps, en France, l'écologie entre au gouvernement. Elle stoppe le canal Rhin-Rhône, fait fermer le surgénérateur Superphénix sans savoir comment le démanteler, et pour la première fois, Paris se donne à la circulation alternée. 1997, le vrai, le seul, le repère durable, la misère. Ce seul exemple en Corée du Nord, la disette s'incruste et devient famine. Et à nos portes, l'urgence, faute de politique globale, s'incruste. Quand les Restos du Cœur distribuent 61 millions de repas, un expert estime que 7 millions de personnes subissent la dégradation de la situation de l'emploi. Parmi elles, les SDF. Entre la pauvreté et la misère c'est que vous êtes vraiment en bas de l'échelon. Jamais je ne comprendrai comment font certains pour arriver plus loin. Assis près d'une cheminée, j'ai vu 4 hommes se lever. De cette dame, on retiendra qu'elle appelait ses fans, mais fragiles, comme cette fin de siècle. Je n'ai pas posé de questions à cet étrange compagnon. J'ai rien dit, mais alors regarde, j'ai compris qu'il était trop tard. Le retour des vacances de Noël, la circulation a été relativement dense, avec quelques bouchons cet après-midi sur l'autoroute A6 et dans les vallées alpines. Mais les professionnels de la montagne se frottent les mains. Ce début de saison s'annonce prometteur, aussi bien dans les Alpes que dans les Pyrénées, où les taux d'occupation des stations de ski ont atteint les 100%. Reportage à Val-Louron de Christophe Larocca et Olivier Combe. Ce pourrait être un proverbe pyrénéen. Quand la neige est bonne, la saison est bonne, et quand ça glisse comme ça, la fortune est presque là. Plus 30% de fréquentation à Val-Louron, il n'y avait cet après-midi qu'à regarder les terrasses des cafés et les sourires des commerçants pour comprendre que pour l'instant, tout va bien. Là, les gens sont satisfaits de leur séjour, je pense, parce qu'ils ont passé les bonnes fêtes, ils sont venus pour se retrouver en famille, dans un petit coin des Pyrénées, près de la nature qui est ici omniprésente, sur la station de Val-Louron. Et donc je pense qu'ils sont satisfaits de leur séjour. Satisfaits et pas ingrats. Dans certains commerces, le chiffre d'affaires a fait un bond de 45% par rapport à Noël dernier. C'est bien simple, pour la semaine du jour de l'an, on n'aurait pas pu faire mieux. On a eu un très bon taux d'occupation sur la seconde semaine des vacances de Noël, puisque la totalité des logements de la vallée du Louron était complète. Bien sûr, il y a les inconditionnels, des familles pour la plupart, qui viennent chaque année, les bonnes comme les mauvaises. Il y a 2 ans, il n'y avait pas du tout eu de neige, et les enfants ont fait du deltaplane. Et ça, j'ai trouvé ça très très sympa, avec un pisteur qui a une école de deltaplane. Donc même s'il n'y a pas de neige, il y a toujours des possibilités. Mais cette année, les stations ont surtout réussi à capter la clientèle volage, celle qui n'hésite pas à s'envoler pour les destinations exotiques. Je m'étais renseignée justement il y a 2 mois pour partir en Tunisie. On m'a tous dit que la Tunisie c'était pas sûr, le soleil c'était pas sûr, tout ça, qu'il fallait aller à la Martinique et compagnie. Donc c'est vrai que ça fait des budgets, une semaine à 4, 50 000 francs. Alors que pour beaucoup moins cher... On a eu un beau soleil en arrivant, de la poudreuse en milieu de semaine, et puis re-soleil pour finir, c'est extraordinaire. Extraordinaire, je dirais même plus, magnifique. C'est le grand cri d'amour de Josiane Balasco, amour pour le théâtre et les comédiens. Un grand cri d'amour, c'est le nom de son nouveau film inspiré de la pièce qu'elle avait écrite et dans laquelle elle incarne aux côtés de Richard Berry un couple de comédiens qui se retrouvent sur scène 15 ans après s'être séparés. Stéphane Auman et Bernie Mériot. Coup de gueule et coup de théâtre. J'adore les acteurs. Pas facile de monter une pièce quand les vedettes se détestent. Hugo retrouve Gigi 15 ans après leur rupture. Balasco retrouve Berry. Avec lui, elle a déjà joué un grand cri d'amour sur scène et pendant 2 saisons. C'est dur d'être un sexe symbole à cet âge, mais bon. Dans la vraie vie, vous ne vous détestez pas alors? Bah heureusement. Sinon, on n'aurait jamais pu jouer 250 fois ensemble. Hein. Si on s'était détesté et tourné ensuite un film, ça aurait vraiment été une franchise. Eh ben allons-y, on reprend. Tu refais ton entrée, Gigi? Très volontiers, à condition qu'il me présente ses excuses. Quoi?
Quand on insulte des gens, la moindre des choses, c'est de s'excuser, non? Mais t'as pas insulté, Gigi. Vous avez échangé des propos un peu vifs, c'est tout. Et Rombière, je dois le prendre comment? Et tu commences à me chier dans les bottes. J'ai jamais vu une connasse pareille, et là je te le dis en face. Connasse! Arrêtez s'il vous plaît, Gigi! Moi j'en peux plus de ce mec, j'en peux plus! Ils ont chacun leur qualité, hein, ça. Mais je crois que Gigi est quand même... Gigi est très soupe au lait. Et Hugo Martial, le personnage que joue Richard... Il a le verbe haut. Et oui, il insulte. Il insulte alors que Gigi gifle. Arrête, Gigi. Tu peux pas laisser tomber. C'est une deuxième chance pour toi et tu vas gâcher ça. Lâche-moi! Et pense à ta carrière. Tu parles de ma carrière? Repartir à zéro à 38 ans? Tu parles de la vie? Sous la comédie perce une angoisse, celle des acteurs vieillissants rêvant de leur succès passé, avec les applaudissements pour raison de vivre. Qu'est-ce qu'il y a, ma Gigi? T'en veux une autre? C'est des handicapés en dehors de... Comme nous. Oui, on est acteurs, oui, quoi. oui, voilà. On sait jouer, on sait... Enfin, et encore, je sais pas si on sait, mais... On le fait. En tous les cas, on le fait. Un grand cri d'amour vache, ces deux-là ne le savent pas mais ils s'aiment encore. Une femme dont j'ai été amoureux fou. Après le Père Noël, les bronzés, nuit d'ivresse, le café-théâtre au cinéma c'est devenu une habitude. Un huis clos servi par des comédiens généreux et un rythme endiablé. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. L'horreur, une nouvelle fois en Algérie pour le début du Ramadan. 412 villageois ont été massacrés, égorgés à l'arme blanche. Un premier bilan officiel faisait état de 78 morts. L'ouest de la France se prépare à affronter une nouvelle tempête, encore plus impressionnante que la précédente, avec des rafales de vent à plus de 180 km/h et des vagues avec des creux de 10 mètres. Pour la première fois, le gouvernement intervient dans le mouvement des chômeurs et débloque 500 millions de francs. Martine Aubry, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, invité de notre journal, réaffirme que l'emploi reste la priorité du gouvernement et souhaite aussi la fin des occupations des caisses d'acétique. Voilà, dans un instant, vous allez retrouver Isabelle Martinet pour la météo qui vous parlera de l'avis de tempête, surtout l'ouest. À 20h50, Fort Boyard. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra Carole Laure et Lewis Furet. Et puis à midi, dans Polémique, Michel Cotta recevra Alain Madelin. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h demain. Bonne soirée sur France 2.